Friedman, Dominique Friedman, Steve Kriev. Alors, Steve Kriev, c'est J-Guide d'Europe. Hein, on peut aller sur le site. Voilà, pour découvrir tous les lieux à visiter, à découvrir du patrimoine culturel juif européen, ville par ville. Voilà, et Dominique Friedman, ce sont les journées européennes de la culture juive sur Paris, région parisienne, et puis également l'agence 7,5 de spécialistes des voyages qui nous font rêver. Bonjour, et aujourd'hui, vous nous emmenez tous les deux à Barcelone. Alors, Barcelone, une très très belle destination, et on va commencer avec Dominique qui va nous présenter les hauts lieux à visiter quand on est à Barcelone. Eh ben oui, Lise et Steve, on vous emmène aujourd'hui visiter Barcelone. La capitale catalane possède une grande richesse architecturale, d'art et de culture, et n'est donc pas pour rien la ville la plus visitée d'Espagne. Ouais. Même moi, j'y suis allé. Waouh, partout. Au cours de votre visite à Barcelone, vous rencontrerez les œuvres de Gaudí. La ville possède plusieurs bâtiments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les artistes comme Picasso et Miro y ont leur musée. Barcelone est en même temps une ville idéale pour savourer des bons tapas, boire un verre, faire du shopping, se détendre sur la plage et pour s'immerger dans la vie nocturne. À moins de 2 heures de vol de Paris, vous êtes déjà dans le centre de Barcelone pour visiter la Sagrada Familia, le Parc Güell, le Camp Nou, la plus belle salle de concert au monde qui est le Palau de la Música Catalana, ou la Casa Milà, l'une des merveilles d'Antoni Gaudí. Je commence d'abord par la découverte de Barcelone, par la place de Catalogne, qui est la plus grande place centrale de la ville. Moi, je la vois au fur et à mesure que vous nous donnez les noms comme ça, c'est juste une merveille. Donc cette place, elle relie la vieille ville au quartier de la Chambla. Les grandes artères de la ville se rejoignent sur cette place. On trouve également sur cette place le grand magasin Il Corte Inglés. À l'occasion de l'exposition universelle de 1929, on a construit autour de la place des grands hôtels, des bars, des théâtres. Asseyez-vous sur un des nombreux bancs pour contempler l'animation en compagnie des nombreux pigeons. C'est vrai. Les Ramblas partent de la place de Catalogne jusqu'au port Vell, près de la statue de Christophe Colomb. Il faut peut-être expliquer ce que c'est, les Ramblas. Alors, les Ramblas, c'est une limite entre le centre historique et le quartier gothique et El Raval. El Raval, qui était un quartier autrefois considéré comme dangereux, aujourd'hui fréquenté par les artistes et les comédiens. Les Ramblas, en fait, c'est une grande avenue, une succession de 5 parties de Ramblas différents avec leur commerce, leur animation, comme la Rambla de Saint-Joseph, réputée pour ses fleuristes, ou la Rambla de Santa Monica et ses portraitistes. À peu près au centre des Ramblas, faut faire un arrêt au marché de la Boqueria, le plus grand marché de la ville. Ce marché prend ses origines au XIIIe siècle. On y trouve du poisson frais, des saucissons catalans, des jambons énormes, à voir, des fromages... Très cher, à voir. Non, juste pour le plaisir de la vue. Voilà. Des fromages, des étals de fruits et des légumes colorés. Autour du marché, vous pouvez vous rassasier de délicieux tapas. Et puis un conseil, n'achetez pas tout de suite vos courses au premier étal. Les prix près de l'entrée de l'allée centrale sont plus élevés. C'est vrai, c'est vrai. Tout près se trouve la MACBA, le musée d'art contemporain de Barcelone. Le bâtiment est un chef-d'œuvre d'architecture moderne. Il abrite des œuvres allant du milieu du XXe siècle à nos jours, souvent des créations d'artistes jeunes et émergents. Maintenant, je vous emmène vers la vieille ville, le Barri Gothique, qui veut dire le quartier gothique en catalan. Ce quartier est un labyrinthe de petites ruelles qui débouchent sur des jolies places. C'est la partie la plus ancienne de la ville, avec des bâtiments qui datent du Moyen-Âge et même de l'époque romaine. On y trouve les bureaux de la commune, l'hôtel de ville, le palais royal, où, selon la légende, Christophe Colomb fut reçu par Ferdinand II et Isabelle de Castille à son retour des Amériques. La place Royale est une place réputée pour ses terrasses, ses restaurants et ses bars animés. La cathédrale de la Sainte-Croix et de la Sainte-Eulalie a été baptisée du nom de la patronne de Barcelone. Une première église fut bâtie en 343 à l'endroit de la cathédrale, puis détruite par les morts. Elle fut reconstruite au fil des siècles pour se terminer par la flèche centrale, achevée en 1913. Et puis, devant la cathédrale, on peut voir un certain nombre de jours dans le mois danser la sardane. Tout le monde peut y participer aux représentations de la sardane, oui, débutant en nom. En général, on alterne un homme et une femme pour former le cercle. Enfin, le musée Picasso est l'un des sites les plus visités à Barcelone. Ah ouais, c'est une merveille, je peux le confirmer. Oui. Oui, le musée a été ouvert en 1963. Il abrite
4300 œuvres de l'artiste de la période de 1890 à 1957. Ce musée est l'un des 3 musées qui portent le nom de Picasso dans le monde, avec Malaga et Paris. Et il représente le lien qu'avait l'artiste avec la ville, où il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts et où il a obtenu son diplôme. Les points culminants de la collection du musée sont 2 de ses premières œuvres majeures, La Première Communion et Charity. Cette première période de Picasso occupe une place prépondérante au musée. Ce qui est particulier, c'est la présence d'une collection de 57 œuvres de la série Las Meninas, la seule série d'œuvres de Picasso rassemblées en entier dans un seul musée. Le musée Picasso possède en outre une grande collection d'impressions, d'huiles, de dessins et même de céramique, bien entendu complétée par une exposition de photos sur la vie de Picasso. Alors, merci Dominique. On n'a qu'une idée quand on entend ça, c'est d'y aller. Mais Steve Krief, dans la ville de Barcelone, il y a une ancienne présence juive. Ah oui, très très ancienne. Moi, je vais essayer, chère Lise, d'avoir le talent de Senior Dominique pour prononcer les noms espagnols, mais c'est vrai que Catalan, pardon. Catalan, oui. Je ne voulais pas offenser nos auditeurs catalans. Donc, effectivement, la présence est très ancienne depuis l'ère romaine. Alors, les Juifs étaient principalement confinés à un quartier qui s'appelait le Cal, mais ils y vivaient de manière assez autonome, avec un grand développement à la fois financier et intellectuel. Par exemple, un livre de prière du 9e siècle d'Amram Gaon, qu'il partageait avec les autres intellectuels et penseurs de l'époque. Et également, les Juifs ont permis de grandes rencontres entre la pensée juive, musulmane, chrétienne, grecque. Donc, ils ont été vraiment au centre de ces rencontres. Il y avait, par exemple, au 14e siècle, 10% de la population barcelonaise qui était juive. Et ils se sont développés dans plein de métiers différents, notamment des marins. Par exemple, ils excellaient dans la marine. Et ça a créé certaines concurrences et qui ont forcé des interdictions, on va dire, après par rapport aux Juifs, parce que des concurrents n'étaient pas contents de la place qu'ils prenaient. Et après, ils se sont développés dans d'autres métiers comme l'artisanat. Différents métiers de l'artisanat. Et malheureusement, en 1391, suite au massacre et à l'interdiction de la communauté juive en 1401, donc c'est-à-dire 90 ans avant l'Inquisition. Avant l'Inquisition. C'est ça qui est dingue. Donc il y a eu cette interdiction-là. On a dû attendre vraiment le début du XXe siècle pour qu'il y ait à nouveau une présence juive. Et cette fois-ci, principalement avec des réfugiés allemands. Donc le paradoxe, en Barcelone, en Espagne, donc de savoir que la majorité des Juifs là-bas sont ashkénazes. C'est comme à Anvers, on sait qu'est la ville ashkénaze par définition. En fait, les premiers Juifs étaient portugais. Oui. Donc ce sont les merveilleux paradoxes du judaïsme européen. Alors, et des déplacements des populations juives aussi. Tout à fait. Oui. Des différentes époques et le renouvellement donc de cette vie juive. Alors il y a principalement aujourd'hui donc le Cal Major à visiter, un lieu donc très ancien. Et qui était donc le haut lieu de judaïsme, qui se trouve donc dans une zone située entre le Palau de la Generalitat et les rues Banisnu, Sant Domènec del Cal et Sant Honora. Alors on y trouve l'ancienne synagogue, appelée également synagogue majeure de Barcelone, dans cet ancien quartier juif, rue Marley, une toute petite entrée. L'édifice date du 6e siècle et est à ce jour la synagogue la plus ancienne d'Espagne, voire peut-être d'Europe. Les fondations du bâtiment datent de l'époque romaine et vous pourrez remarquer des vestiges de ce passé sur les murs intérieurs de la synagogue. Après la mise à sac du quartier juif le 5 août 1391, le bâtiment est passé aux mains du roi et peu à peu, sa fonction et son emplacement originel furent oubliés. Ce n'est donc qu'en 1996 que l'historien Jaume Riera y Sans localisa le bâtiment de l'ancienne synagogue. Alors aujourd'hui, c'est l'association Cal de Barcelone qui gère le lieu, qui a procédé à des rénovations et qui permet dans ce petit endroit qu'on visite qui ne fait que 60 mètres carrés de redécouvrir ce judaïsme espagnol. Mais il y a aussi dans différents musées de la ville des traces très anciennes de ce patrimoine-là. C'est vrai. Oui. Donc il n'y a pas que dans la synagogue et dans ce quartier. Et bien sûr, il faut visiter le Cal Manor, qui est l'autre petit quartier juif ancien qui a été créé une fois que la population augmentait et qu'il fallait un autre endroit donc pour les Juifs, qui ne sont pas très loin d'ailleurs du Cal Major, où vivent depuis le XIIIe siècle des Juifs là-bas. Donc allez visiter également le musée historique de la ville, où vous pouvez retrouver aussi des vestiges de cette époque-là, et également les archives de la couronne d'Aragon, qui conservent une précieuse et vaste documentation sur l'histoire de la vie des Juifs catalans. Magnifique. Dominique. Alors moi, je continue ma promenade dans Barcelone et je vous amène
maintenant, je vous emmène dans les quartiers un peu plus au nord de la vieille ville, le quartier qu'on appelle Eixample, donc au nord de la place de Catalogne. Et je vais d'abord vous parler... en fait, c'est une découverte autour de Gaudí, de l'architecte Gaudí, hein, Oui. puisque le quartier a été Que dessiné. j'adore, on trouve à Barcelone et ailleurs beaucoup de dessins, de graphies de Gaudí qu'on peut rapporter et qui sont magnifiques. Alors, l'immeuble vraiment qui caractérise Gaudí, c'est la Casa Milà. Oui. La Casa Milà qui a été construite entre 1906 et 1912, et c'est vraiment l'une des plus importantes curiosités de Barcelone. On l'appelle également la Pedrera, ce qui veut dire en catalan la carrière. Pourquoi la Pedrera? Parce que cela tire son nom de l'aspect rugueux de l'immeuble et ça avait alors une signification négative à l'époque quand ça a été construit, car la Casa Milà ne répondait à aucune des normes architecturales en vigueur à l'époque. Ensuite, on continue vers la Sagrada Familia. En 2019, 70% de la Sagrada Familia a été terminée, avec seulement 8 des 18 tours. La date de réception officielle actuelle est en 2026, ou bien au centenaire de la mort de Gaudí. La direction de la construction est plus réservée. Elle dit que l'église pourrait être finie quelque part dans le premier tiers du XXIe siècle. Une fois la construction de la Sagrada Familia finie, la basilique sera la plus grande église au monde. Bien que la Sagrada Familia ne soit pas encore achevée, l'église de Gaudí a été consacrée en 2010 par le pape Benoît XVI. Continuons vers le parc Güell, le célèbre jardin public avec ses mosaïques, la salamandre, dans le quartier Gracia de Barcelone, et certainement l'un des plus importants centres d'intérêt en termes de nombre de visiteurs et d'architecture à Barcelone. C'est un parc avec des pergolas poussant des rochers, des sentiers de randonnée intégrés dans le paysage, des mosaïques ondoyantes et colorées mondialement connues. Avec ces concepts, Gaudí voulait exprimer en tant qu'architecte l'omniprésence de la volonté divine. Le Palau de la Música Catalana, on revient un peu vers le centre de Barcelone, est l'une des plus belles salles de concert au monde. C'est un exemple du modernisme catalan. La construction du Palau de la Música commença en 1905 et la salle de concert a été achevée en 1908. Le palais d'ailleurs est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, près d'1 demi-million de spectateurs assistent aux spectacles musicaux dans la salle de concert, allant de la musique symphonique, de l'opéra, du flamenco, du jazz et même jusqu'à la chanson catalane. Quittons un peu le centre de Barcelone pour découvrir maintenant le musée Joan Miró. Vous savez, Joan Miró est considéré comme l'un des plus grands artistes peintres surréalistes de son époque. Donc nous allons partir à la découverte de la collection du musée, qui comprend plus de 10 000 œuvres d'art. Des tableaux, des dessins, des sculptures, des tapisseries, et presque toute l'œuvre graphique de l'artiste peintre, sculpteur et céramiste espagnol, ainsi que d'autres artistes modernes, comme Calder, Marc et bien d'autres. Pour vous rendre à la Fondation Miró, vous pouvez prendre un téléphérique. C'est une solution très attrayante. Le téléphérique vous réserve des vues imprenables sur la ville de Barcelone. Pendant longtemps, il fallait doter Barcelone d'un port de plaisance qui soit à la hauteur et qui a d'ailleurs été le siège des compétitions de voile des Jeux Olympiques de 1992. Équipé de 756 points d'amarrage pour les bateaux, le port est accessible et bien visible de n'importe quel point de Barcelone. Et moi, je voudrais vous parler plus particulièrement près du port de 2 gratte-ciel qui s'élèvent d'un côté et l'autre de l'entrée du port, avec à leurs pieds une spectaculaire sculpture dorée en forme de poisson, œuvre de Franck Gehry. Et tout près, le Grand Casino de Barcelone. En été, vous pouvez quitter aussi un peu la ville pour profiter d'un bain de soleil ou vous baigner sur l'une des plages qui entourent le port. Alors oui, les plages, des très belles plages à Barcelone. Plages, bien sûr. Oui. Et puis, pour terminer un peu cette promenade dans Barcelone, là aussi, je suis hors du centre de Barcelone et je vous invite à visiter le Camp Nou, le fantastique stade du FC de Barcelone. Même si vous n'êtes pas un fan de foot invétéré, le tour du stade est étonnant. Pendant ce tour guidé du stade de foot de Barcelone, on apprend tout sur l'histoire extraordinaire d'une équipe de foot qui représente la ville, la région catalane et même la langue catalane. D'ailleurs, le RC Barcelone qui a effectué il y a 10 ans une magnifique tournée de la paix en Israël, avec des photos très émouvantes, notamment de Messi, et qui a des liens très particuliers avec ce pays. On entend là. Oui. C'est la musique du FC Barcelone. Merci à Serge Surpin. On va parler maintenant, Steve, des films
tourné à Barcelone avec un premier film qu'on a tous adoré et qui est repassé sur nos petits écrans il n'y a pas longtemps. Oui, alors bien sûr, l'auberge espagnole. Voilà. Et on a tous envie de courir avec Romain Duris, de quitter justement notre routine et de fuir pour partager plein de beaux moments fous, insouciants, loin à Barcelone, comme il le fait il y a 20 ans dans ce film génial de Cédric Lapiche, avec Audrey Tautou, Gilles Godrèche, Cécile de France. Vraiment un film extraordinaire. Un film qui a lancé beaucoup de jeunes acteurs bien sûr. Et qu'on a adoré. L'auberge espagnole. Voilà, le flair de Clapiche pour ce film. Et c'est vrai que ça représentait c'est tout ce qu'on aime de l'Europe, cette rencontre justement entre les gens. Et d'ailleurs, pour vous faire un petit aveu, j'ai un grand regret. Un énorme regret de ne pas avoir visité Barcelone en 92. 92, donc l'année de l'Union Européenne qui commence. Voilà, mais c'était aussi l'année des Jeux Olympiques de Barcelone. Ah, mais oui, bien sûr. Et est arrivée dans cette ville la Dream Team américaine avec Magic Johnson, Charles Barkley, Michael Jordan, Larry Bird, ces géants du basket américain. Et nous, on était là en train de regarder. Ils dominaient totalement la planète basket. Ils nous ont donné envie à toute notre génération de regarder ce sport-là. C'est vrai, c'est vrai. Donc Barcelone représente beaucoup de choses. Voilà, l'évasion, la rencontre et l'évasion notamment pour un grand acteur qui est Jean Gabin dans le film La Bandera de Julien Duvivier, un film magnifique à voir. Alors là, c'est plus ancien. Hein. Oui, c'est beaucoup plus ancien, c'est 1935. C'est un film très marquant de la grande époque pré-guerre de Gabin avec la Grande Illusion et Pépé de Mocco. Donc dans ce film, Gabin, suite à, on va pas tout révéler, un crime qui se déroule à Paris, il doit fuir donc en Espagne et il est recherché par la police et il s'engage dans la Légion. Et c'est un film magnifique, bouleversant, qui vous permet de retrouver ce dont Dominique parlait, un peu les Ramblas de Barcelone notamment et l'ambiance nocturne. Alors maintenant, Vicky Cristina Barcelone. Ah oui, voilà un réalisateur qui s'est évadé également. Woody Allen, l'homme de New York, qui ne disait qu'il faisait quasiment que des films à New York, et ben là il est parti pour Barcelone. Et on peut le comprendre parce qu'il est parti en très très bonne compagnie avec ça va vous faire rêver. On entend la musique du film. Voilà, mesdames, messieurs, vous allez rêver avec tous ces noms qui donnent envie de les rencontrer, pas seulement que sur les grandes toiles, comme Javier Bardem, Scarlett Johansson et la divine Penélope Cruz. Mais évidemment. Voilà. Et j'ai envie de dire, ¿Dónde estás tú, Penélope? Merveilleuse. Et où elle est? Ben, elle est finalement dans d'autres films qui concernent Barcelone. Bien sûr. Comme Tout sur ma mère de Pedro Almodovar. Donc, où elle a été révélée notamment dans ce grand film avec également Cecilia Roth et Marisa Paredes, un film très très émouvant sur des relations familiales compliquées, des retrouvailles et avec la question aussi du sida qui n'était pas tellement abordée à l'époque au cinéma. C'est vrai. Vraiment un film bouleversant. Un très très bon film, je l'ai vu et j'en ai un excellent souvenir, Tout sur ma mère. Donc Barcelone qui inspire vraiment les cinéastes, hein. On peut le dire, Steve. Ah, tout à fait, de différentes époques et pour différentes motivations, mais à chaque fois, l'évasion dans le sens noble du terme. Alors là, on va se mettre un peu le turbo pour les événements culturels en Europe. Il nous reste 4 minutes pour partir à Amsterdam. En parlant de grandeur et d'artistes, on va commencer avec Rembrandt. Alors une exposition donc, du grand peintre. Cette exposition originale met en avant les liens entre l'œuvre de Rembrandt et la scène théâtrale d'Amsterdam à son époque. Rome. Alors Rome, vous avez une expo qui commémore les 80 ans de la rafle qui a eu lieu dans le ghetto juif avec de nombreux objets qui ont été retrouvés et partagés autour du thème du souvenir. Oui. Vienne. Alors là, on revient vers l'actualité. Donc le musée juif de Vienne qui ose avec courage une exposition sur le thème de la paix suite donc au massacre qui s'est déroulé le 7 octobre et qui tente donc de questionner aussi la présence des juifs et leur engagement pour la paix, pas seulement au Proche-Orient, mais pour la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, d'ailleurs qu'on peut voir dans le merveilleux film Mississippi Burning, à quel point ils étaient impliqués pour ces combats-là, pour le féminisme, contre l'homophobie, toujours très présents pour briser justement les murs entre les gens et créer des paix. Bien sûr, les tabous. Nous, on le sait, mais c'est vrai que c'est si important de le rappeler. Et c'est à Vienne, en Autriche. Alors, faut y aller, une expo pour la paix. Varsovie. Alors, Varsovie, là, c'est une expo consacrée au travail d'Isaac Selniker, qui était un peintre qui s'installa à Paris et qui a créé donc de nombreuses œuvres et participé à des illustrations pour des publications yiddish. Donc, c'est une assez belle exposition qui se trouve au JHI Institute à Varsovie. Jusqu'en... Là, jusqu'au 16 juin 2024. On a le temps d'y aller. Bruxelles, plus près de nous.
Alors là, absolument, le 28 janvier, à découvrir le quartier de Saint-Gilles qui se trouve près de la gare du Midi, qui était un des anciens quartiers où ont migré les Juifs avant-guerre, se sont installés là-bas. Et un quartier très populaire, ils y ont principalement vécu jusqu'aux années 60, et lieu marqué notamment par cette fameuse équipe de l'Union Saint-Gilloise, auquel assistaient les Juifs allaient beaucoup voir ces matchs-là, et c'est devenu même aujourd'hui un comeback de cette équipe qui est une des meilleures du championnat belge, donc c'est assez émouvant pour les anciens qui s'en souviennent. Alors donc c'est Saint-Gilles à l'heure... Le 28 janvier, organisé par le CCLJ et la Maison de la Culture Juive, une balade thématique dans ce quartier. Le CCLJ, c'est un centre presque historique juif, centre culturel laïque juif au cœur de Bruxelles. Avec David Susskind, qui était la grande figure. Et qui en était, oui, tout à fait. On termine de Bruxelles, on part à Bâle avec un festival. Alors, festival Mizmorim, pour finir en chanson. Donc, de nombreux événements célèbrent la 10e édition de ce festival qui s'articule cette année autour des Teilim. Parmi eux, une visite guidée le 24 janvier qui permet de mieux connaître la vie juive d'antan à Bâle. Mais aussi, le 29 janvier, une conférence du musicologue Edwin Seroussi à l'Université de Bâle. Et bien sûr, des concerts. Et toutes ces infos à retrouver donc sur J-Guide d'Europe. Mais oui, c'est important, bien sûr. Donc voilà, de belles promenades. On est passé de Barcelone à Bâle en voyageant dans toute l'Europe. Grâce à vous, Steve Kriev, Dominique Friedman. Merci de nous avoir fait voyager et on se retrouve très vite sur Radio J pour une nouvelle destination. Merci à vous deux. Au revoir. À bientôt, Lise. Merci, Lise.